Bien, bonjour tout le monde, ça y est, c'est parti, avec 5 minutes seulement de retard, donc on va rattraper ça. Aujourd'hui, dans un petit instant, on va recevoir Axelle Coulangean, bonjour. Bonjour. Elle est conseillère municipale d'opposition à Petit Canal, mais aussi l'autrice, on dit ça maintenant, l'autrice ou l'auteur? Oui, on dit autrice, mais je préfère auteur avec un... Auteur avec le sens de Petit Canal, le sens de nos grandes terres, nous voyons ce qu'il faudra avoir lu. Ils seront bientôt disponibles? Il sera disponible samedi 1er. Donc c'est une avant-première, là. C'est une avant-première, on exclut. On se coupe. Bon, ça arrive. Woody Lewis, vous connaissez? On parlera d'un spectacle. C'est une plateforme musicale, une espèce de Netflix musical à la mode guadeloupéenne. Il viendra nous présenter les derniers succès. José Turlepin chronique, mais c'est l'habitude, ce sera tout à l'heure. Et puis, la culture selon Martine, comme tous les mercredis. Voilà. Sur l'actualité, réaction de Sapoti sur le confinement, puisqu'il fallait bien qu'il se prononce. Histoire en chemin, c'est une initiative prise par les écoles de Sainte-Anne. Les enfants écrivent sur le Covid, c'est intéressant. Interview en prison sous les conditions de détention avec Max Morel après le procès de la mort de Mathieu Cartier. Vous avez entendu toute cette affaire. 7 personnes qui ont pratiquement assassiné en toute liberté, entre guillemets, dans une cellule, un prisonnier. Et puis on fera un micro-trottoir sur les fermetures des commerces dits essentiels. Voilà un peu le sommaire de ce ZCL. Merci d'être avec nous. C'est parti avec Axelle Coulangean. Pourquoi vous avez écrit ce bouquin? Il était important pour moi d'expliquer, 1 an après les élections municipales, les motivations de mon engagement politique, de les rappeler, vraiment de les confirmer, mais surtout de tirer les leçons de cette campagne des municipales 2020 à Petit Canal et dans le Nord Grande-Terre pour la jeune équipe qui m'a fait confiance pour se présenter pour la toute première fois aux élections municipales. Et puis, celles et ceux qui me suivent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, savent que j'ai une appétence particulière pour l'écriture. Et pour les réseaux aussi. Et pour les réseaux aussi, oui. Mais que je crois qu'il faut écrire fondamentalement ce que nous sommes, qu'il ne faut pas laisser aux autres le soin de nous raconter. Et surtout pour moi, faisant partie de cette jeune génération de Guadeloupéens engagés en politique, pas forcément que de politiciens, mais de vrais Guadeloupéens qui s'engagent pour le pays Guadeloupe, eh bien, il est important de pouvoir penser le pays et surtout de l'écrire pour que la postérité puisse s'en emparer, puisqu'on sait que parfois, on n'est jamais prophète, non pas en son pays, mais dans son temps. Donc, écrire est important à ce moment-là. Alors, quand même, il faut dire, c'était votre premier parcours électoral officiellement. Tout à fait, officiellement en tant que candidate. En tant que candidate, vous gagnez quand même... combien de voix vous avez fait? On a gagné 763 voix pour une toute première. Oui. Et ce qui était vraiment très intéressant pour nous à Petit Canal, cette jeune équipe de Canaliens, Ballon Canal, tout à fait, avec quelques amis aussi venus d'horizons divers, eh bien, c'était de voir comment nous avons fait un score historique à Gros Cap. Et là, ce sont les anciens qui nous ont bien expliqué la chose. Gros Cap, il faut savoir que c'est une des sections qui fait élire le maire de Petit Canal en général. Oui. Et donc, on nous expliquait que même à l'époque de Gobardan et des autres, Gobardan n'avait lui-même pas fait un score comme ça à Petit Canal, à Gros Cap. Et nous, on a fait plus d'une centaine de voix à Gros Cap. C'est quand même une tendance très intéressante. Et c'est vrai que là, au fur et à mesure de cet engagement, on a bien compris qu'il y avait une attente pour une voie alternative à Petit Canal et qui est enfin une réelle opposition. Alors, globalement, quand vous faites le bilan de j'ai envie de dire votre élection, en fait, vous avez été élu au conseil municipal, mais dans l'opposition, est-ce qu'il y a un sentiment chez les jeunes comme vous et d'autres de renouvellement de la classe politique? Parce que longtemps, attendre ça, il faut renouveler la classe politique, etc. Alors, effectivement, on nous a beaucoup opposé ça pendant les élections, vous êtes jeunes, etc. C'est vrai que nous avons vraiment prôné un renouvellement de la classe politique. Je crois que chaque génération, de toute façon, arrive avec cet argument. Pourquoi? C'est une question générationnelle.
de quoi se rend-on compte? Et j'en parle beaucoup dans le livre. Quand on est jeune, ou en tout cas qu'on est plus jeune que ceux qui sont au pouvoir, puisque à 35, 36 ans, on n'est plus très jeune non plus. C'est l'âge moyen. C'est l'âge moyen sur notre liste. Ouais. Moi, ayant 37 ans cette année, donc on n'est plus si jeune que ça. Mais ceci dit, c'est vrai que chaque génération qui se retrouve à vivre un certain nombre de problématiques qui sont spécifiques, soit au pays, mais particulièrement à sa génération, se rend compte qu'il y a une espèce de fossé, de décalage entre celles et ceux qui sont au pouvoir, qui ne comprennent pas les enjeux du temps et qui n'écoutent pas celles et ceux qui vivent justement les problématiques de cette génération, de ce temps. Et donc, pour nous, il était important de faire entendre notre voix, puisqu'il y a un phénomène qui est vraiment terrible. C'est le phénomène d'invisibilisation des plus jeunes. On est content de trouver les jeunes pour servir d'argument électoraliste. On est content de trouver les jeunes pour travailler dans l'ombre, pour être des petites mains. Mais quand les jeunes réclament leur part, justement, quand les jeunes disent « nous aussi, nous voulons être à la table où sont prises les décisions », eh bien, là, tout le monde se défile. Il y a des stratégies d'invisibilisation des forces jeunes qui sont mises en place, et ça, c'est vieux comme le monde. Eh bien, nous avons décidé... c'est vieux, pas mal, nous avons décidé, justement, dans une stratégie intergénérationnelle, avec des personnes d'expérience qui nous ont fait confiance et qui continuent à nous faire confiance, de faire entendre cette voix de cette génération, la fameuse génération Y, celles et ceux qui sont nés entre 1980 et les années 2000, eh bien, nous disons que nous en avons assez de servir d'argument pour les autres. Ouais. Nous faisons entendre notre propre voix, nous-mêmes. Alors, j'ai noté quand même que cet ouvrage est à la suite de votre parcours sur les réseaux sociaux. En fait, d'ailleurs, c'est un ouvrage, il faut dire, il est digital. Exactement. Donc, ça prouve bien qu'il est dans l'air du temps, et surtout en ce moment, parce que le monde n'a pas qu'à en librairie. Et donc, c'est une réponse à des demandes, à des questions, depuis que vous êtes un petit peu sur les réseaux politiques, là. Alors, ça fait près de 10 ans que je suis sur les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram ou Twitter. Et il y a un réseau que j'affectionne particulièrement, c'est Instagram, puisqu'il y a un système de story où on peut faire des questions et réponses. Et très souvent, j'invite mes followers et amis à me poser des questions, que ce soit politique ou pas. Ça peut être sur des livres, ça peut être des recettes, des conseils de lieux à visiter dans le Nord-Grande-Terre. Et depuis la campagne des municipales l'an dernier jusqu'à très récemment, eh bien, les gens me posent beaucoup de questions sur mon engagement politique, à savoir pourquoi est-ce que je m'engage, comment est-ce que j'ai vécu les municipales, quelles sont les leçons que j'ai tirées, quels ont été les coups les plus durs auxquels on a dû faire face, etc. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je répondais, mais le format Instagram ne permet pas d'apporter des réponses bien étayées, etc. Et jusqu'à très récemment, après mon accouchement en décembre, je me suis rendu compte que les gens continuaient à me poser des questions. Comment ça se passe au conseil municipal et les prochaines élections? Enfin, voilà comment tu te positionnes. Et je me suis dit qu'il y avait véritablement quelque chose à faire avec ces questions. Donc, j'ai compilé toutes les questions les plus récurrentes qui m'ont été posées sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Et puis, j'ai repris les questions que j'avais, les réponses que j'avais commencé à apporter, et je les ai étayées, j'ai argumenté, et ça a donné ce livre, Le sens de Petit Canal, Le sens du Nord-Grande-Terre, qui sera disponible en digital, en téléchargement gratuit et libre, à partir de ce samedi sur le site lesensdunordgrandeterre.com. Alors, j'ai envie de dire que médiatiquement, c'est un bon petit coup, ça. C'est-à-dire sortir un bouquin la veille des élections, c'est pas tout à fait le hasard. C'est pas du tout un calcul électoraliste, c'est-à-dire que nous avons regardé le calendrier par rapport à l'année dernière. Oui. Cela fait exactement 1 an que nous avons été installés, seuls conseillers municipaux élus à l'opposition de Petit Canal.
Ça se passe bien. Alors, on va y revenir. Mais le titre de votre livre m'interpelle parce que le sens du pays, le sens de Petit Canal, le sens d'une grande terre, ça a un sens, tous ces sens. Oui, ça a un sens, tous ces sens. Effectivement, bon, vous savez, Danick, et puis mes followers et amis, et peut-être ceux qui vont le découvrir aujourd'hui sur Canal 10, ma formation première est une formation scientifique et surtout philosophique. Donc, mon tout premier métier, c'est professeur de philosophie. Et en dehors des Descartes, Kant et consorts, il y a surtout un philosophe guadeloupéen qui m'a beaucoup inspiré, qui a beaucoup inspiré ma pensée politique, c'est Cyril Raoul Servat, qui est décédé. Et c'est dans cet ouvrage, Études guadeloupéennes, qui est un recueil, justement... Sorti depuis 1994. Depuis 1994, j'étais enfant. Oui, oui. Je vais avoir... Mais la pensée de Servat... C'est 7 ans. La pensée de Servat est une pensée intemporelle pour tout Guadeloupéen engagé en politique qui se respecte. Elle est nourrissante. Et c'est vrai que le sens du pays, Servat l'a défini beaucoup de façon négative. Mais qu'est-ce que Servat disait dans cet article, le sens du pays? C'est que surtout, les politiciens en Guadeloupe sont encore trop dans une politique dite de l'intendance, qu'on est comme des locataires de notre pays et que beaucoup d'entre eux ne se rendent pas compte que le cadre dans lequel nous sommes en Guadeloupe ne correspond pas aux défis et aux enjeux du pays Guadeloupe, mais surtout, et encore plus pour ma génération, cette jeune génération qui s'engage de plus en plus de façon décomplexée, parce que pendant longtemps, on a voulu nous faire croire que la politique, c'était sale, que c'était quelque chose dans lequel il ne fallait surtout pas s'engager quand on est jeune, parce que vous ne pourrez pas vivre, vous ne pourrez plus travailler, vous n'aurez plus d'opportunités. Mais il y a désormais une jeune génération qui s'engage sans tabou en politique, parce que justement, nous avons tous ces enjeux et toutes ces problématiques générationnelles que nous rencontrons, mais surtout, nous sommes forts aussi de l'expérience de celles et ceux qui nous ont précédés et qui nous disent « il faut y aller ». Oui. Alors, je ne peux pas ne pas poser la question, puisque on parle de jeune génération. La naissance de l'ANG ne vous surprend pas? Ils n'y l'ont pas au goût. La naissance de l'ANG ne me surprend pas, mais l'ANG a quelques années, si je ne me trompe pas. Je suis bien placé pour le dire. Je le sais. Voilà, oui. Mais ceci dit, je vais dire la renaissance de l'ANG. Oui, la renaissance de l'ANG ne me surprend pas, et c'est quelque chose que j'ai suivi de près, et cela ne m'étonne pas de voir qui fait partie de l'ANG. Ce sont des personnes, des Guadeloupéens tout à fait valables, de beaucoup de ma génération, beaucoup de millennials, beaucoup de personnes qui, elles aussi, ont été des petites mains de politiciens en place et peut-être qui ont été déçus également. Donc, c'est une formation que je suivrai avec attention, comme tous les Guadeloupéens, je pense. Alors, dans le bouquin, malheureusement, il n'y a pas suffisamment sur Box-Lézy. Il y a un petit passage Caribbean Oui, non, mais c'est vrai que le sujet en lui-même n'est pas Caribbean Boss Lady. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que la création de Caribbean Boss Lady en 2017, qui est une plateforme Internet que j'ai lancée, est désormais un réseau à part entière, qui a pour but d'encourager le leadership féminin dans la Caraïbe française et francophone. Eh bien, Caribbean Boss Lady... Et même anglophone. Et même anglophone aussi. Oui. C'est vrai que Caribbean Boss Lady, les actions que nous y menons et les gens que nous rencontrons grâce à Caribbean Boss Lady, ça aussi, ça nourrit ma pensée politique, puisque il y a un véritable enjeu sur le rôle des femmes en politique. D'ailleurs, il y a 2 ans, nous avons lancé Caribbean Boss Lady, la campagne Elle s'engage. Il y avait Tania Galvani, qui aujourd'hui, où l'on connaît, Sabrina Garès, Marina Casimir. Qui vous salue en passant, Sabrina. Salut à Sabrina également, d'où elle est. Marina Casimir de Saint-François, Christina Filetas de DE. On avait vraiment fait le pari d'avoir des femmes qui ont des horizons politiques très différents, des convictions politiques très différentes, mais qui se retrouvaient autour vraiment d'une cause. C'est-à-dire que les jeunes femmes guadeloupéennes doivent avoir le courage de s'engager de plus en plus en politique pour se faire entendre, parce qu'on sait tout ce qu'il y a autour de l'engagement politique des femmes en général. On attend toujours que les enfants soient grands, partent de la maison et finissent leurs études. Est-ce que le mari sera d'accord? Est-ce que la famille, ceci, cela? On a vraiment des problématiques dites intersectionnelles qui se regroupent, c'est-à-dire qu'on subit plusieurs discriminations du fait de notre jeune âge, du fait de notre genre et du fait de notre couleur aussi, même en Guadeloupe, il ne faut pas le cacher. Eh bien, Caribbean Boss Lady avait lancé cette campagne pour dire
non, malgré votre jeune âge, malgré votre genre, malgré votre couleur, vous avez quand même des atouts pour vous faire entendre et comprendre dans cette société. Et donc, ce mouvement continue Ce mouvement continue. Il deviendra un mouvement politique ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est Caribbean Bossedi est apolitique et c'est pour ça justement que j'ai eu la volonté de regrouper des femmes de différents horizons. L'idée étant de ne pas venir faire campagne, mais de plutôt encourager les femmes et les jeunes femmes en particulier de la Caraïbe à s'engager en politique. Et c'est un mouvement qui a pris de l'ampleur à tel point que l'ONU Femmes, le bureau de l'ONU Femmes en Haïti, qui est en fait l'agence de l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe de la promotion de l'équité entre les hommes et les femmes, nous a demandé l'an dernier de mettre en place un programme de formation pour les femmes qui vont se présenter pour la première fois aux élections législatives et présidentielles en Haïti. Ça a été une magnifique collaboration. Alors, on va revenir au début, au sens même de l'interview. Le bilan d'un an d'opposition à Petit Canal, c'est compliqué pour une femme, une jeune femme? Alors, en dehors d'être pas compliqué, puisque vous savez, de par mon expérience des assemblées, contrairement à ce que certains pourraient dire, mon parcours de directrice de cabinet, de collaboratrice de député, de ministre et de président, et de journaliste aussi. D'ailleurs, merci Danick de m'avoir appelé cela. Comment il y a une quinzaine d'années de cela, j'ai eu à accompagner dans l'écriture des discours et le média training aussi défunt Jean Barfleur, défunt Alfred Donat qui vient de nous quitter, père son âme, et aussi défunt Jean-Claude Lombion. J'avais à peine début de la vingtaine. Absolument, je m'en souviens. Mais effectivement, leur servir de plume, pouvoir être aux côtés de ces personnes, m'a très tôt fait comprendre qu'est-ce que c'était ce sens du Nord-Grande-Terre et comment nos racines devraient être profondes quand il s'agit de parler de politique de Nord-Grande-Terre. Donc, malgré cette supposée jeunesse, il y a une expérience qui m'a vraiment enrichi, qui m'a ancré dans Petit Canal et le Nord-Grande-Terre, et surtout cette expérience internationale et locale des assemblées m'a permis de mener une opposition que nous estimons constructive, mais qui a pu dérouter la personne que nous avons en face, parce qu'il n'avait jamais eu d'opposition face à lui pendant plusieurs années. Aussi organisé et aussi organisé et aussi solide, surtout. Alors, une dernière question. Il y a quelques années de cela, j'avais fait un titre provocateur dans un article. Je disais que le Nord-Grande-Terre, c'est le tiers-monde de... Vous revenez encore avec ça. Le tiers-monde de la Guadeloupe. Est-ce que le Nord-Grande-Terre est vraiment ce tiers-monde ou est-ce qu'au contraire, c'est un monde en mouvement? Alors, c'est vrai que le terme de tiers-monde est très provocateur, mais je comprends ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que dans le Nord-Grande-Terre, nous cumulons depuis plusieurs années des handicaps dits structurels. Et encore plus pour moi, de cette génération très connectée, un nouvel handicap, c'est celui de la fracture numérique. Alors, je sais que la région Guadeloupe, avec son... C'est prévu, il y a un nœud qui est installé il n'y a pas longtemps. Tout serait réglé. Mais ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'on entend ça. Ça fait longtemps qu'on entend ça. Et la fracture numérique dans le Nord-Grande-Terre est un véritable handicap. On ne peut pas vouloir développer un territoire aujourd'hui s'il n'y a pas une politique publique agressive et offensive sur la question de la connectivité du territoire et de la résilience numérique du territoire. Et donc, le Nord-Grande-Terre, par-delà ces handicaps structurels, ce que j'ai envie de voir, ce sont surtout les atouts du Nord-Grande-Terre. Et le premier atout du Nord-Grande-Terre, c'est la force et les valeurs des gens qui constituent le Nord-Grande-Terre. Nous avons des valeurs de travail et de mérite qui sont profondément ancrées dans ce territoire, du fait même de l'histoire du bassin canier du Nord-Grande-Terre. Donc, il y a quelque chose à faire autour de ces valeurs et de cette culture de travail et de mérite. Et puis, c'est vrai que je ne suis pas là au nom de la CNGT pour faire la promotion touristique du Nord-Grande-Terre, mais c'est vrai que nous avons de belles plages dans le Nord-Grande-Terre, nous avons la force éolienne, solaire, la marée motrice aussi, et donc on peut imaginer que le Nord-Grande-Terre demain devienne une espèce de Silicon Valley des biotechnologies et des énergies renouvelables. Il y a tellement à faire sur ce territoire, mais encore faut-il être audacieux, courageux, visionnaire et se donner les moyens de pouvoir financer un certain nombre de politiques publiques ambitieuses et futuristes. Donc ça signifie que le sens du Nord-Grande-Terre et de Petit Canal, c'est le premier tome d'une série? Ça, c'est une promesse que je peux vous faire. C'est le premier tome d'une longue série à venir.
Axel Collongian, merci d'être venu. Je rappelle donc le titre de l'ouvrage, le sens. On peut revoir la couverture de l'ouvrage, merci. Juste voilà. Alors, il n'y aura pas de signature. Alors, il n'y aura pas de signature physique pour le moment, les conditions Covid obligent, mais j'invite néanmoins celles et ceux qui le souhaitent à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Axel Collongian. Sur mes réseaux sociaux personnels, il y aura très bientôt une rencontre virtuelle. Axel tout. Une rencontre virtuelle avec le public pour qu'on puisse échanger autour de cet ouvrage. Voilà, merci d'être venu, 12h55. On fait la première pause, on se retrouve tout à l'heure pour la suite du ZC, là, tout à l'heure. Voilà, il est exactement 13h03 dans le ZCL News. Je vous l'ai dit, on va recevoir Widi Lévis. Bonjour. Bonjour. Avec nous, on va parler des spectacles tout à l'heure. Voilà. Et il y a des nouveautés. Absolument. Bon, à tout de suite. Pour l'instant, on va à l'actualité. L'actualité, bien sûr, c'est une réaction du maire du Lamentin, mais aussi président de l'association des maires, Jocelyn Sapouti. Interview, Max Morel, on regarde. Par rapport aux mesures qui sont prises dans le cadre, bien sûr, de la lutte contre la Covid-19, nous les maires, nous nous sommes réunis en visio, dans une forme d'assemblée générale, pour en discuter. Et à l'unanimité, les maires, nous étions d'accord pour passer à des mesures beaucoup plus restrictives. Et ça correspond effectivement à notre demande aujourd'hui, qui est de confiner dans un esprit où on permet encore aux Guadeloupéens de pouvoir vaquer à quelques occupations. Et on permet aux écoles de fonctionner. On a beaucoup discuté de ce sujet-là. Là-dessus, les avis étaient partagés. Il y a certains commerces qui fonctionnent et c'est tant mieux. Il y a quelques activités qui continuent à fonctionner, c'est tant mieux. Tant qu'on pourra trouver l'équilibre, on essaiera de le faire. Ce qui nous permet de placer le curseur un peu plus vers la restriction, un peu plus vers la liberté, c'est surtout notre capacité à l'hôpital de faire face au nombre de personnes en réanimation et en situation de grande difficulté. Aujourd'hui, notre hôpital est saturé. On ne va pas attendre effectivement que l'hôpital soit obligé de trier les gens pour savoir qui on soigne, qui on ne va pas soigner. Donc pour nous, c'est quand même un indicateur important. Et c'était l'indicateur le plus important. Face à ces mesures, comment s'adaptent les mairies? Les mairies aujourd'hui travaillent, mais ne travaillent pas de la même manière qu'on travaillerait hors période de confinement. Donc on essaie de réduire le nombre de personnes dans les espaces, donc de faire en sorte que les équipes soient des équipes diminuées. On s'est organisé pour que les gens ne se regroupent pas à l'heure du déjeuner. Donc on fait une vacation unique pour permettre aux gens effectivement de déjeuner chez eux. Et puis surtout, on met à disposition du personnel tout ce qu'il faut en matière d'hygiène, de santé et de respect des gestes barrières, donc gel hydroalcoolique, masque et tout ce qui s'ensuit. On reste toujours dans le cadre du confinement et des conséquences positives ou négatives pour certains, et notamment la fermeture des commerces dits non essentiels. Alors, si ça, tout le monde n'est pas d'accord, on a vu la réaction de M. Venutolo. On regarde un peu ce que disent les Guadeloupéens dans la rue. Reportage, Maxime Morel, micro-trottoir. Pour les petits commerçants, je trouve que c'est pas juste. Bon, vous savez, les commerces, c'est injuste ça. Tout le monde doit manger. Tout le monde doit manger. Il ne faut pas fermer par là, ouvrir par là, fermer par là. C'est les petits qui ressentent la mal dans ça. Ça dépend. Moi, je ne trouve pas ça très, très juste. Par exemple, les coiffeurs ont le droit d'ouvrir. Et il y a d'autres, par exemple, les esthéticiennes, c'est à peu près les mêmes fonctions. Donc, je ne trouve pas ça très, très juste. Il n'y a pas photo, c'est injuste. La preuve, moi, je ne savais même pas que j'étais ouvert, j'ai profité pour y aller. Que les commerces non essentiels soient fermés, ça me paraît juste. Attendu que le taux d'incidence n'arrête pas d'augmenter, et donc de fait, il fallait prendre des mesures. Et elles me semblent nécessaires. C'est la santé en priorité, selon moi. Pour les petits commerces, ils devaient laisser les petits commerces, parce que c'est où les gens sont à proximité, les petits commerces des proximités, ils devaient laisser ouvrir. Non, moi je trouve que c'est injuste, il faut reconnaître que c'est injuste. On ne peut même pas donner d'explication parce que je trouve que c'est tellement juste ce que je dis que vraiment, non, c'est injuste. Oui, c'est injuste. Les petites entreprises, ils souffrent quand même. Ils souffrent. Ça fait plus d'un an que ça dure et c'est pas juste. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On est obligé de subir. C'est le gouvernement, on ne peut pas aller contre.
Globalement, les Guadeloupéens ne sont pas très contents parce que là, on a un petit magasin fermé. Difficulté. On va quitter ce chapitre, on va entrer dans un chapitre un petit peu plus artistique. On reçoit le patron cofondateur du spectacle. Alors, chaque fois que vous venez ici, je demande quand même, ouais, dites tout le monde qu'à ça y est, spectacle. En deux mots, voilà. 2 mots. En fait, bonjour tout le monde. Spectacle, c'est son plateforme. C'est une plateforme de SVOD que nous avons mis à la disposition des artistes pour qu'ils puissent produire leur spectacle et de manière à ce qu'on puisse participer au rayonnement de ces artistes-là à l'extérieur. Donc on produit les spectacles et on les met en ligne sur une plateforme où tout le monde a accès et les gens peuvent avoir accès aux concerts et puis regarder les concerts comme ils le veulent. Alors, en fait, spectacle crée le spectacle. Ouais, crée le spectacle, on va dire ça, et puis spectacle justement participe au spectacle parce que bon, on n'est pas sans savoir que le monde culturel est vraiment en berne en ce moment. Là, on va dire que la situation est catastrophique. Oui. Et donc en fait, on accompagne, parce qu'il s'agit, bon, on peut se mettre à se lamenter, se dire bon ben biten la red, mais en fait il s'agit aussi de pouvoir à un moment se prendre en main. Et là, ce qui est important au niveau du spectacle, c'est qu'il faut savoir que ce sont des professionnels qui se sont mis ensemble, qui se sont regroupés, que ce soit au niveau de la technique, des techniciens lumière, des artistes, des comédiens, etc. Et c'est tout ce personnel-là qui se retrouve au niveau du spectacle pour faire en sorte que la machine puisse continuer à aller et qu'on puisse surtout produire des choses, parce que c'est ce qui est important. Alors, Widi, comment ça se passe? C'est vous qui avez cherché les musiciens ou ils demandent à venir au spectacle? Comment ça se gère? Il y a un mode de fonctionnement qui est relativement souple, dans le sens où, au départ, on a été chercher des gens, parce que je travaille avec la plupart des artistes, donc forcément, c'était beaucoup plus simple pour moi. Il faut dire que vous êtes musicien, pour moi qui passe ça. Voilà, je suis moi-même musicien et surtout directeur artistique de la plupart des artistes qui fonctionnent, que ce soit au niveau de la Guadeloupe, de la Martinique. Donc, on est en connexion directe et je m'occupe de leur développement artistique en quelque sorte. Donc, alors, c'était tout naturellement qu'ils se sont retrouvés au niveau du spectacle, mais au niveau de la plateforme, on est totalement ouvert. Il n'y a pas que de la musique déjà, parce qu'il y a de la musique, il y a de la danse, il y a de la comédie, il y a du stand-up, etc. Mais en fait, c'est ouvert dans le sens où des gens qui ont une production, qui ont quelque chose, un art, qui pratiquent un art, peuvent se rapprocher de nous et de manière à ce qu'on puisse mettre ensemble, produire ensemble, mettre en forme leur vidéo. Alors, quand par exemple un artiste arrive, ça prend combien de temps entre le moment où il vient avec sa musique, et le moment où c'est diffusé? C'est diffusable, pas diffusé, diffusable. Déjà, la première chose, on va partir à la fin, c'est diffusable quand c'est fini, quand ça nous plaît, quand tout le monde est content. Ah, d'accord. Ça veut dire que... Il peut y avoir plusieurs prises. Voilà, il peut y avoir plusieurs prises, et juste, même parce que ça nous est arrivé de faire des enregistrements, et puis finalement, on se retrouve 2-3 semaines après, quand on réécoute bien, on regarde bien, on n'est pas tout à fait satisfait. Ouais. Et comme on a le fondateur même de spectacle, M. Thierry Galvani, qui s'occupe de toute la partie vidéo, tout ça. Du moment qu'on n'est pas satisfait, ça nous est arrivé déjà de refaire des concerts. On les a enregistrés, mais on n'était pas totalement satisfait, puisqu'en fait, le but, il faut bien comprendre que c'est une plateforme qui correspond à des normes internationales. Oui. Donc, ça veut dire que c'est le monde entier qui nous regarde, et on a quelque part un devoir, une obligation d'être dans la qualité. Donc, c'est le qualitatif qui nous mène, qui prime chez nous. Donc, si on n'est pas satisfait, ça ne va pas sortir. Les artistes, on les connaît, mais... J'ai envie de poser une question, Ikered. Lequel a le plus motivé les gens, qui a fait plus de clics, plus de regards, etc. Bon, on va dire que ça dépend, parce qu'en fait, si tu veux, comme on fonctionne beaucoup par saison, il y a eu la saison de Noël. Oui. Bien évidemment, c'est une saison particulière qui est très courte, etc. Donc, il y a eu une activité beaucoup plus forte sur les produits de Noël. Mais attention, sur un produit de Noël, parce qu'on a enregistré un groupe de Noël de la Martinique qui s'appelle SOS Quantique, et je peux assurer que la mobilisation qui a été mise derrière par les musiciens même du groupe est extraordinaire, puisqu'ils se sont mis à appeler les gens individuellement pour les inciter à aller sur la plateforme. Et si tu veux, quelque part, c'est la structure qui a le plus mobilisé les gens au niveau de l'achat. Oui. Parce qu'il y a des vues, mais il y a des achats. Oui. Donc c'est cette structure-là qui Combien dure un concert en moyenne sur spectacle? Ça dépend. C'est à partir de 45 minutes et ça peut aller jusqu'à 1h30, 2 heures. 2 heures. Oui, voilà, ça dépend de l'artiste. Tous les genres musicaux sont explorés, on va dire, aujourd'hui? Dans la programmation qui a été mise en place jusqu'à maintenant, je me suis attaché à faire en sorte que tous les styles soient représentés. Donc, on a du zouk, bien évidemment. Oui. On a du goka, parce qu'il y a dans
le 15 mai, il va y avoir la sortie du concert de Teddy Pellissier. Oui. On a fait les premiers bals de quadrille avec le groupe Héritage d'Anican. Donc, c'est-à-dire, vous vous asseyez chez vous et vous avez 2 modules de quadrille, comme ça se fait avec tous les codes de quadrille. Donc, il y a de la biguine. Il y a de la biguine où on était au filet là. On a du gospel. Enfin, c'est véritablement... Le but, c'est de présenter la culture, notre culture, sur tous ces aspects. Donc, il n'y a pas que le zouk, bien évidemment. Il peut y avoir des contes aussi, quelquefois. C'est pas encore arrivé Benzo pour venir là? Qui? Benzo. Non, pas encore, mais ça ne saurait tarder. On a du sketch, des comédies. On a vraiment... Et on aura bientôt une exposition d'art. Qui sera en live. Alors explique-nous ça. Ça veut dire qu'il y a une exposition qui va avoir lieu, mais avec les problèmes de présentiel qu'on a maintenant. Donc l'exposition va avoir lieu dans une salle. Nous allons tout filmer. Bien montrer tout. Voilà. Nous allons faire intervenir les plasticiens, etc., pour qu'ils puissent expliquer, montrer leur art. Et cette exposition-là sera disponible sur la plateforme. Il y a aussi des talk shows qui sont aussi disponibles. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment? Ça, c'est des extraits de différents concerts. Là, voilà, c'est Tyrannie qui... On peut écouter un petit peu? Oui, on va écouter un petit peu quand même. Nous, là, nous prenons un petit frisé. On détend pas un mouvement sans calculer. Puis un moyen qui prend que là. Baby, moi, pas. Imaginez, moi, sans. Je reste moi de rêve. On voyager, on va la ligne là. Baby, moi, pas. Imaginez, moi, sans. Je reste moi de rêve. On voyager, on va la ligne là. Regardez tout ça, nous, j'avais dit maman. Les bras qui montent, qui te dégressent, qui montent, qui te dégressent. C'est bon, 2 bons extraits. Alors, autre chose, il faut qu'on pose toutes les questions. Quand un spectateur veut venir, il s'abonne ou bien il prend un coup par coup? Comment ça se passe? Il y a les 2 options. Il y a la première option, qui est la plus, à me semble, le plus intéressant, c'est de s'abonner à l'année. Ça coûte 24,90. D'accord. On a tâché de faire en sorte que ça soit très abordable. Mais non. C'est pour toute une année. Un concert à 24,90. Mais c'est pas le concert qui est à 24,90, c'est l'année, l'abonnement à l'année. Et par contre, ce qui est important que les gens sachent, comprennent bien, c'est qu'avec les 24,90 qui sont là, c'est une filière que vous aidez. C'est pas un artiste, etc. C'est toute la filière. Parce que j'ai parlé véritablement du rassemblement des forces. C'est véritablement ces 24,90 là permettent de financer toutes les personnes qui travaillent autour de la structure. Bien évidemment, il y a une rémunération à donner par au concert qui est de 1,99. Donc franchement, on ne peut pas dire que... Netflix, hein. En général, un concert coûte 20 €. On y va une fois, on l'a vu une fois et puis c'est fini. Là, vous avez le loisir chez vous de regarder vos concerts comme vous voulez. Donc c'est une très belle opération. Est-ce que le spectacle est déjà regardé en Angleterre? Absolument, mais ce qu'il faut savoir, c'est que 85% maintenant des gens qui regardent le spectacle sont des gens de l'extérieur, c'est-à-dire des gens de l'ouest de l'Europe, des États-Unis, de l'Afrique, l'Angleterre bien évidemment, puisque je vis moi-même en Angleterre. Mais oui, c'est le réseau est déjà ouvert là-bas. Mais en fait, véritablement, ce sont les gens de l'extérieur qui regardent principalement spectacle pour le moment. Donc maintenant, je pense que, justement, d'où le but de ma présence, de faire en sorte que les Guadeloupéens quand même commencent à s'intéresser. On nous voit en France et en Martinique en ce moment. Hein. Absolument. Guadeloupéens, en fait, toutes les personnes qui aiment la culture antillaise ou qui sont intéressées par la culture antillaise, je vous conseille d'aller là et vous aurez une idée très précise de ce que nous faisons. Globalement, pour réaliser un concert, vous êtes combien on parle des musiciens, je veux dire, l'appareil technique. L'appareil technique, il y a une vingtaine de personnes. Il y a une vingtaine de personnes qui sont là. Ah oui, parce qu'en fait, il y a 12 cadreurs. Ah ouais, 12 cadreurs. Ah bah oui, il faut du monde quand même. Oui, bien sûr. Il faut du monde pour avoir les bons plans, etc. Et Thierry dirige toute cette équipe vidéo, c'est toute la partie réalisation, parce qu'il y a des cadreurs, il y a des monteurs, il y a des techniciens du son, il y a des techniciens lumière.
Aussi, oui. Il faut une direction artistique. En fait, c'est toute une équipe de gens. Et puis, bien évidemment, il faut accueillir ces gens-là. Il y a un encadrement et il y a une équipe administrative. Donc, c'est véritablement une grosse machine qui s'est mise en place. Et je tiens vraiment à le préciser, c'est que ce sont des gens qui se sont mis ensemble. Et ça, c'est la première fois, je vais dire, dans l'histoire de nos musiques, que des gens se mettent ensemble sur autant de temps et en faisant en sorte qu'il y ait une vraie efficacité sur ce qu'on fait. Et en plus, ça dure. Alors, oui, j'ai invité aussi parce qu'on est en confinement. Oui. Le monde ne doit sortir après 19h. Ouais, absolument. Alors, on ne va pas dire pas regarder la télévision, pas regarder d'autres bulletins, mais on fait quand même. Oui, non, mais absolument. Absolument. Mais de toute façon, même au-delà de ça, parce que avec un spectacle, on vise véritablement la sortie de crise. Hein. Oui. C'est clair que la situation est compliquée, mais il faut bien qu'on sorte de cette crise-là à un moment. Ah, maintenant, quand on sortira de la crise, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on propose? Eh bien, justement, spectacle, c'est une alternative qui est proposée pour pouvoir sortir de cette crise-là. Non seulement pour que la sortie de crise... Voilà, pour la sortie de crise. Et puis, ce qu'il y a, c'est que maintenant, il faut savoir que tout le monde, dans le monde entier, les gens ont changé leur mode de consommation. Tout à fait. Et beaucoup de gens qui étaient peut-être réfractaires à l'aspect Internet, etc., ils vont plus volontiers maintenant. Donc, ce qui veut dire que la culture se consomme déjà différemment. Donc, maintenant, il s'agit pour les artistes de pouvoir s'adapter. Et on a beaucoup tendance à se plaindre, mais il s'agit là de proposer des choses. Et là, c'est une vraie solution que nous proposons. Et l'avantage encore, c'est que là, nous sommes sur l'international. C'est-à-dire, on avait l'habitude de cultiver notre vivier artistique, notre vivier de clients local de manière générale. Mais là, l'idée, c'est véritablement d'ouvrir. Ça donne une visibilité, en fait. Une vraie visibilité. Une visibilité pour les artistes, pour notre culture et aussi pour notre département. Parce qu'il faut savoir que les gens qui regardent les concerts nous font des commentaires, nous envoient des mails, etc. Et il y a plein de gens qui ne savaient pas que la Guadeloupe existait. Parce que pour eux, quand on leur disait Guadeloupe, pour eux, c'était Guadalupe du Mexique. Voilà, donc en fait, Guadeloupe. Et il faut aussi bien comprendre que dans la tête des gens, quand on leur dit Caraïbes, pour eux, c'est Trinidad, Jamaïque, Porto Rico, tout ça. Mais quand on leur parle de Guadeloupe, Martinique un petit peu plus quand même, mais quand on leur parle de Guadeloupe, ils savent pas. Voilà, le côté francophone de la Caraïbe n'est pas véritablement mis en avant. Et bon, il était important justement, et il est important par ce genre d'action-là, de mettre en avant, nous faisons un travail touristique quelque part, nous mettons en avant notre département. Oui, absolument, c'est un produit de visibilité pour la Guadeloupe. Absolument. On dit ça au CTI. Mais il faut leur dire, nous sollicitons justement toutes les instances pour pouvoir nous accompagner sur ce projet. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'ils commencent à comprendre? Ils nous entendent. Maintenant, après, entre nous entendre et puis nous accompagner... Ils n'ont pas commencé à vous accompagner? Non, du tout pas. Tout ce que, là encore, il faut bien préciser que tout ce que nous faisons là, c'est nous qui le faisons. Oui, bien sûr, j'imagine. Nous n'avons pas de support, nous n'avons pas de subvention. Pour le moment, non. C'est pas normalement. Enfin bon. Bon alors... j'imagine quand même que le zouk est majoritaire au spectacle. Comment on fait la balance? Non, en fait, pour le moment, ça a été majoritaire. Pourquoi? Parce que c'était beaucoup plus évident de pouvoir trouver des artistes zouk qui soient plus aptes et puis prêts à pouvoir mettre en place. Et puis surtout par rapport au fait que je fais la direction musicale de la plupart des artistes. Donc c'était plus simple pour moi de travailler avec des gens que j'ai sous la main. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un artiste qui aujourd'hui n'a pas de groupe, ou alors qui a juste un projet qui est intéressant, peut venir nous voir et on l'accompagne. Parce qu'il s'agit d'accompagner. Il y a le groupe, Et on peut mettre des structures en fonction du style musical, parce que il faut compter une chose, c'est que nous avons plus de 186 musiciens, artistes, chanteurs qui sont déjà passés au niveau du spectacle. Quand on compte l'ensemble, et je n'ai pas parlé des groupes à peau. Parce que si là, au niveau des groupes à peau, il y a 124 groupes à peau. Vous dites, est-ce que des chanteurs martiniquais sont déjà venus sur le spectacle? Martinique est venu sur le spectacle, en dehors de ceux qu'on a enregistrés pour la Noël. Non, pas encore. Groupes connus en Martinique. Non, pas encore. Pour la simple et bonne raison que nous avons monté, en fait, une antenne sur la Martinique. Parce qu'il ne sera pas intéressant pour nous de déplacer, parce que c'est quand même une grosse logistique matérielle. Donc nous avons mis en place des partenariats au niveau de la Martinique qui nous permettent
tâcherons, quand la situation sera beaucoup plus possible, de produire des concerts, mais directement là-bas. On garde le même schéma, on enregistre là-bas, et on fait la post-prod en Guadeloupe, et c'est diffusé sur la plateforme. Ce sera pareil pour la Dominique, j'imagine, toujours. C'est pareil pour la Dominique. Il faut savoir qu'il y a une antenne qui est déjà créée au niveau de la Réunion et une antenne qui est créée au niveau de Paris. Mon cher, je crois pour un ballon. Mais je pense qu'on a... En fait, je pense qu'on n'a pas... Il faut être clair. Au niveau de l'artistique, on a deux possibilités. C'est soit on se réveille, on met les choses en place, mais à ce moment-là de manière concrète, comme on est en train de le faire, ou alors on continue de pleurer et puis de toute façon on va mourir. Donc c'est clair. Donc alors on a pris notre parti, c'est de se battre et de faire en sorte. Et c'est pour cela que je te remercie de me donner la possibilité de pouvoir bien faire comprendre à la population que spectacle, c'est un produit qui nous appartient. C'est nous, c'est vraiment ce qu'on est, que nous allons montrer. Voilà. Donc il appartient au public maintenant de pouvoir prendre les responsabilités. Nous avons fait notre part. On produit de beaux spectacles. Mais je peux t'annoncer que c'est celle qui est vidéo. Eh bien, c'est très bien, parfait. Et nous comptons sur chaque Guadeloupéen. Abonnez-vous sur la plateforme. Ce n'est absolument pas cher. 24,90 pour une année. Et vous payez les concerts 1,99 €. Franchement, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Parfait, c'est bien. On revient à l'actualité. Merci, oui, à bientôt. De toute façon, on dit chaque fois, il y a une petite nouveauté, pas hésiter. Je serai là. OK, il n'y a pas de souci. Alors, sur les conditions de la détention en prison, vous savez qu'il y a eu le procès de la mort de Mathieu Carty, l'assassinat de Mathieu Carty en prison il y a de cela quelque temps. Il y a eu un procès retentissant ces jours-ci. Et on s'est posé des questions sur les conditions de la détention. Reportage Maxime Morel, on regarde. Depuis 2 semaines au tribunal aux assises, se déroule une audience, un détenu qui a été tué en cellule par 7 autres détenus. Nous sommes outrés du déroulement de ce procès, puisque l'avocat de la défense a chargé nos 8 collègues qui sont passés au tribunal en tant que témoins, je dis bien en tant que témoins, et ils se sont retrouvés au tribunal avec des questions où on laisse entendre que les surveillants étaient d'accord pour ça, étaient d'accord, ils ont entendu, ils n'ont rien fait. Et ça, nous ne pouvons pas l'entendre. Nous faisons un travail qui est déjà assez difficile. Et quand on entend à la radio un journaliste nous dénigrer en disant que comme les 3 petits cochons, les surveillants n'ont rien vu, n'ont rien entendu, nous ne pouvons pas laisser passer ça. Si c'est arrivé que le détenu a été tué en cellule, c'est par manque de moyens. Tout simplement. Nous tenons vraiment à rappeler que l'administration doit prendre ses responsabilités dans cette affaire et que tant que nous n'aurons pas un quartier arrivant pour pouvoir isoler des détenus, ces genres de situations vont se reproduire. Nous réclamons depuis des années la création d'un quartier arrivant pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Nous ne pouvons pas supporter, que notre métier soit jeté en pâture comme ça, que ce soit par les avocats et par les journalistes. Nous demandons du respect parce que nous faisons un métier qui est très très difficile et ce n'est pas toujours simple de pouvoir, quand un détenu rentre en prison, de pouvoir, avec une prison en supervision carcérale, de pouvoir le loger dans les meilleures conditions. Voilà, donc nous demandons à l'administration aussi de prendre ses responsabilités et de créer le plus rapidement possible un vrai quartier arrivant pour qu'on puisse travailler dans les meilleures conditions. La direction qui est notre directeur, qui est sous les ordres de la direction interrégionale qui se trouve à Paris, ils font la sourde oreille. Ça veut dire que personne ne prend en compte la difficulté quand un détenu arrive en prison, en Guadeloupe, personne ne prend en compte la difficulté de pouvoir le mettre en cellule dans de bonnes conditions. Et ça, c'est inacceptable. Donc nous disons qu'à un certain moment, nous devoir prendre nos responsabilités en syndicalistes. Comme d'habitude, la CGT toujours en tête pour pouvoir bloquer l'établissement. Nous allons commencer à prendre des mesures fortes parce que ça ne peut pas continuer. Parce que dans cette affaire, ils ont mis en avant uniquement en voulant dire que les surveillants n'ont pas fait leur travail. Mais comment voulez-vous faire votre travail si vous n'avez pas des conditions, si vous n'avez pas des outils pour travailler correctement? Alors c'est bien le problème de la prison, c'est-à-dire que c'est une prison qui a été inaugurée il y a quelques années, et puis semble-t-il régulièrement, les responsables de cette prison disent qu'ils n'ont pas tous les moyens nécessaires. Alors est-ce que ça explique ce qui s'est passé pour Mathieu Carty? Il y aura probablement une enquête là-dessus. Voilà, on termine cette première partie du ZCL. On se retrouve tout à l'heure avec Martine Kijala, José Thiour-Lepin, Mercé Labitide, avec son générique
et Martine, chronique de la culture. Bon, la culture, c'est le mercredi dans le ZCL et vous êtes avec nous en Noyer. Voilà, c'est le dernier retour sur le plateau du ZCL. On va recevoir 2 femmes, comme tous les mercredis. Il y a toujours 2 femmes à la fin. José, bonjour. Bien, bonjour. Martine, bonjour. Salut, Dani. Culture selon Martine et le Merci l'habitude. Alors, le Merci l'habitude aujourd'hui, on est obligé d'y penser parce qu'il y a un générique, on va le démarrer, on va le voir. Générique la belle con José. Bonjour José. Merci en pile, il faut nous dire merci à Coralie. Avec Coralie, si vous regardez merci, ben, bon petit générique là, Martine qui peut être nouvelle. Pas rien ça. Bon, j'ai rien dit. Du costume chemise au costume de la Matador. C'est ça qui est merci l'habitude de la Jojo. Alors, le costume jupe-chemise, le costume de la Matador, généralement aujourd'hui on l'appelle costume de la Matador, costume du Doubs. Il était originellement composé, comme son nom l'indique, d'une jupe et d'une chemise. Une chemise qui partait du haut jusqu'au bas, brodée, blanche naturellement. Peu à peu, la chemise va laisser place au corsage à volant, avec des boutons d'or, dentelles, petits plis, trous-trous. En fait, on se rend compte que le corsage va devenir de plus en plus sensuel et émotif. Il sera garni de petits trous-trous pour laisser passer un ruban de satin ou quelquefois une chaîne en or pour resserrer ce corsage. Ce corsage à volant, ajouré de dentelle, laisse apparaître plus ou moins généreusement les épaules et le dos de celle qui la porte, selon les intentions de la coquette qui va porter ce corsage. Manches longues ou courtes terminent leur cours sur une cascade de dentelle. L'aisance matérielle de la mulâtresse ou de la libre de couleur lui permet de singulariser sa jupe, très large parfois, avec une petite traîne. Donc, il y a même une jupe qu'on appelle la jupe mulâtresse. Wow. Donc, c'est la jupe avec la petite traîne. D'accord. Parfois, cette jupe sera doublée de satin, souvent dans des tonalités très ardentes. Vous comprenez pourquoi? Oui. Pour donner plus de volume et surtout pour cacher l'envers du tissu alors que la dame fera danser et quelquefois sans convenance pour découvrir sa jupe, pour découvrir son jupon de dentelle. La jupe ample et relevée de manière à montrer le bas du jupon amidonné et abondamment garnie de dentelle. La dentelle à l'époque, il faut préciser, est un accessoire rare, onéreux et surtout parfois très difficile à obtenir. Donc la débauche de dentelle affichée à la fois sur le corsage et sur le jupon a une double fonctionnalité. Agrémentée bien sûr, mais indiquer la position sociale de celle qui porte ce costume. Alors, Jojo, quels sont les accessoires du costume doudou de la Matador? Alors, ce costume se porte impérativement avec un foulard. Un foulard qu'on va porter sur l'épaule à la manière des matadors de l'Espagne, d'où le nom du costume matador. Oui. Juste un petit rappel, matar en espagnol veut dire tuer. Alors, je vous laisse imaginer le décattement du personnage qui va porter ce costume. Aussi agrémenté d'une coiffe en madras, une voile au vent, une bamboche, une zambo. Il faut dire que la Matador est un personnage qui va défier, qui va détourner les carcans du code vestimentaire créole. Il capote coiffe ivelée, mais ça peut être aussi une coiffe à petite pointe. Et la coiffe, par les positions de ses pointes et de son esthétisme, laisse deviner l'état sentimental de sa propriétaire.
Donc, vous connaissez l'histoire des 1 pointe, 2 pointes, 3 pointes. Vous voulez que je vous la rappelle? Je sens que David meurt d'envie. Je crois que j'ai une question à poser tout à l'heure. Dis-moi. Alors, 1 pointe ou un petit bouquet. Je suis un cœur à prendre. J'apprécie les jolies sérénades. D'accord. 2 pointes. Je suis engagée. Mais tentez votre chance. Sait-on jamais. 3 pointes. Je suis mariée et donc définitivement indisponible. Passez votre chemin. 4 pointes. Je me sens un cœur à aimer toute la terre. Wow. La coiffe sera également garnie de bijoux, de broches, de chaînettes, d'épingles tremblantes. L'épingle tremblante qu'on a présentée il y a 15 jours. Oui. Et savez-vous pourquoi on appelle aussi ce bijou de la provocation? Non, mais j'imagine. Alors, parce que cette épingle tremblante, elle est principalement réservée à la Mabo. On a présenté le costume de la Mabo la semaine dernière. Mais la Matador s'est emparée de cette épingle. Et au bout de cette épingle, elle coupera une mèche de cheveux de son amant pendant la petite mort qu'elle accrochera à son épingle. À l'occasion d'une rencontre avec l'épouse, elle agitera de façon ostentatoire la tête de manière à faire danser un Tumblak chiré au trophée délictueux. Donc, sur l'épingle tremblante sera accrochée une mèche de cheveux du mari adultère. D'accord. Autre bijou, la Matador et le costume de la Matador est toujours complété d'un ruissellement d'or à peine discipliné. Donc collier, boucles d'oreilles, broches, tout cela dans une débauche pour se faire voir. On est dans une société de l'apparence. Le collier grain d'or est une pièce maîtresse de la cassette à bijoux. C'est un collier évolutif, un bijou évolutif. Les grains d'or sont offerts ou achetés un à un, puis complétés par l'achat d'un barillet. C'est un collier qui forme parfois jusqu'à 7 mètres de longueur pour pouvoir faire plusieurs tours et complètement couvrir le cou et le décolleté de la dame. Et le petit parapluie. Et le petit parapluie. L'ombrelle. Alors, rappelez-vous d'Annick et Titine que la société créole est hiérarchisée par une litanie de critères discriminatoires. Voilà le petit parapluie. L'apparence sociale, mais aussi la couleur de la peau sont des éléments de classification généralement admis, malheureusement. Ainsi, la coquette, quelle que soit la nuance de sa carnation, va déployer des trésors d'imagination pour éviter de brunir. D'où l'usage de cette ombrelle qui protégera des morsures du soleil, mais ajoutera aussi à l'ensemble un sourire de distinction et de singularité. La tenue de la Matador est une tenue sensuelle. C'est ce jeu de cacher-montrer, y apporte sa note de provocation et son parfum sulfureux parfois. Cette pièce préférée des audacieuses, des jocks, des volcans et des doubites piquants. Donc, mesdames, n'hésitez pas à porter le costume de la Matador. Aujourd'hui, le corsage inspire la mode contemporaine qui la décline en une infinie variété de modèles. Donc, préparez votre costume Matador et dans un prochain racontage, je vous donnerai quelques indications pour faire danser la jupe et faire mousser les cascades de dentelle de votre jupon. Juste une petite question avant de passer à Martine. Pourquoi quelquefois on dit « mais c'est son matador » ? Mais c'est son matador, c'est-à-dire qu'il se comporte comme la Matador. La Matador est un personnage qui n'est pas taisant, qui fait du bruit, il y a le calakacha, il y a le vapé, il est grand wash, mais surtout calakacha. Donc, Monsieur, son Matador, vous comprenez quel type de personnage ça peut être. Mais la Matador, son Madame Doubout de Piquant, oui. Pas trouvé, on a fait veille. D'accord, il y a compris donc, ça. Bel jupon, bel collier, pas qu'à rempli canari, mais tant pis, s'il vous plaît, laissez passer belle Matador. Il était belle. Merci, Jojo. Voilà, tout de suite, Martine, il est 13h47. Martine, bonjour. Bonjour, Danick. Bonjour, Jojo. Générique pour Martine, tout de suite. Le soleil lève le matin, dans le ciel là, que tous les oiseaux parce que yon content, moi quand m'était comme
Madame Martine. C'est la dernière fois que nous avons vu. Dernière fois que nous avons vu le générique là. Oui, bon, oui. c'est ça, il dit. Le mois prochain, pas loin. Bon, bref, alors, Martine, au sommaire. Au sommaire, ça va être très court. Tu sais que quand même, au niveau de la culture, c'est très pauvre. C'est confiné. Très pauvre. Ouais. Et même si on se débat comme des poissons qui viennent d'être pêchés, posés sur le bord du canal, hors de l'eau, on se débat pour essayer de continuer à respirer, mais c'est difficile. Pas évident. Et ce dernier pic va sans doute... achever tous ceux qui avaient des velléités de résistance. Mais je le dis parce qu'effectivement, il faut qu'on comprenne aussi que c'est très très compliqué pour ce secteur de la culture, ce secteur de l'événementiel, de la communication, c'est extrêmement rude et qu'il va falloir quand même qu'on fasse un petit effort pour lâcher un tout petit peu de lest. Voilà, c'était le message du jour. Et comme on va lâcher un peu de lest, moi j'aurais aujourd'hui une rubrique assez courte du fait du peu de choses que j'ai trouvé ou en tout cas qui m'intéressaient pour venir vers vous aujourd'hui. Alors, 2 communiqués de presse sur la culture. Une qui m'a semblé pertinente parce que ça a déjà eu lieu. C'est un travail de longue haleine qui a été fait par un sculpteur qui s'appelle Jean-Marc Hunt et pour lequel il y a un projet pédagogique qui s'est tenu avec la DAC, qui a été financé par la DAC, qui tout récemment, il y a 2-3 jours, a été inauguré à Basse-Terre. Baobab, c'est une sculpture monumentale. Donc, c'est un projet qui a été financé par la DAC et la DEAL. Le rectorat, la région, le département et la mairie et financé un projet pédagogique où lycée, collège, primaire ont pu participer à ce projet, soutenu et accompagné par une association qui s'appelle Ouyanar. Donc c'était autour d'une thématique intéressante, mobilité active et valorisation du patrimoine, pour que les habitants se réapproprient leur cité, leur ville, et qu'ils puissent s'y promener, que ce soit à pied, en vélo, mais qu'ils découvrent donc la richesse patrimoniale de ces lieux qui, pour le moment, sont un peu désenchantés. Alors, Jean-Marc Hunt a animé des ateliers artistiques dans plusieurs établissements donc, de Basse-Terre et avec des élèves qui ont réalisé des créations autour de leurs mains. On fait souvent ça pour des bébés, on fait l'empreinte de la main. Là, les enfants, les jeunes ont réalisé l'empreinte de leurs mains. Ils ont travaillé autour et c'est cette foultitude de mains qui a été ensuite réappropriée par Jean-Marc Hunt et qui, dans son atelier, lui a permis de réaliser cette magnifique sculpture monumentale qu'on a vue tout à l'heure. Pas très bien, je n'ai pas réussi à trouver des photos suffisamment avantageuses, mais je pense que voilà, elle est là et vous voyez cette pointe, ce cône sur le côté à droite, il est constitué de centaines et de centaines de mains de collégiens et de lycéens. Donc c'est un projet qui va se poursuivre, parce que ça associe de manière permanente des étudiants, des élèves d'établissements scolaires, etc. Et puis, certains d'entre eux ont vocation à intégrer le programme Action Cœur de Ville. C'est un programme qui a débuté en 2019 et qui est porté par la Guadeloupe dans la ville de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et les Abîmes. Donc, c'est dans ce cadre que cette association dont je viens de parler, donc Ouyanar, a permis la réalisation dans le domaine public déjà de projets qui ont été conçus avec des jeunes et avec l'aide de spécialistes, d'artistes, de réalisations qui ont été faites, on va dire, à 4 mains et qui aujourd'hui deviennent un projet très très présent et j'espère que les choses vont pouvoir continuer ainsi. Je conclurai en disant que la DAC Guadeloupe a porté sa participation très très fortement et accompagne cette association dans ses démarches depuis 2020. Et les objectifs sont ceux d'améliorer le cadre de vie dans le centre-ville de Basse-Terre en impliquant la jeunesse, créer des parcours thématiques au sein de la ville, identifier à l'aide de repères qui sont visuels, donc des marqueurs au sol, des marqueurs urbains, qui vont permettre de favoriser la promenade, marche ou vélo dans la ville en découvrant au fur et à mesure ces espaces muséals en plein cœur de ville. Voilà un petit peu pour cette première rubrique, dis-moi. Oui, non, j'allais dire, les manifestations qui sont prévues, elles auront lieu quand même à partir du mois de... Parce qu'on dit qu'en France, en ce moment, on va vers un déconfinement, l'ouverture des salles de spectacle, etc. Ça qui est bon pour Canada quand même. Normalement, oui. Normalement, oui. Je suis un peu prudente simplement parce que nous avons été échaudés bien des fois, n'est-ce pas? Et qu'on est confiné après. Et qu'on est confiné en ce moment. Ouais. Alors, ceci étant dit, le confinement, je le trouve un peu léger. Il est light. Soit d'autres cafés, soit d'autres pas à feuille.
pas dans le gaz avec ça. Non, ça dit qu'on y était mêlé parce que comme en France, il y a déconfiné, il y a des méthadours ici, alors ils font le déconfinement. Oui, mais là, bon, j'avais presque... Allez, j'ai mis un tout petit peu moins de temps pour venir du moule. On va dire ça comme ça. D'accord. Ah oui, ça c'est clair, ça c'est clair. À Jarry, on peut fonctionner. Oui, c'est un avantage. C'est un avantage. Alors, restez chez vous. Restauration du Fort Napoléon. C'est ça, c'est dans le cadre du plan de relance. Tu connais le Fort Napoléon, Danick? Oui, mais j'aime pas le nom. Bon, mais Danick, toi, tu veux réécrire l'histoire aussi. Non, pas ça là, pas même là. On va pas rentrer dedans aujourd'hui. Oui, mais chaque, tu sais quoi, Martine? Oui. Chaque fois qu'il y a un responsable culturel, le conseil général, il vient ici, on dit, qui t'en de débaptiser Napoléon là? Oui, alors c'est un vrai débat, effectivement, mais je pense qu'il ne faut pas faire les choses par, comment je pourrais dire ça? On dit step by step. Voilà, il faut travailler le fond même du projet, de l'idée. Et donc c'est un travail de fond. Parce que si c'est juste pour. Non, mais c'est normal. Madame Bourredé allait sur place, c'est récemment. Absolument. Oui. Et je crois qu'il faut intégrer la population. C'est un patrimoine. On le veuille ou non. Et donc, il faut intégrer la population dans cette réflexion, qu'on ait vraiment un vrai débat de société, parce qu'effectivement, les temps changent, mais on ne peut pas réécrire toute l'histoire. Ah non, mais on ne peut pas la réécrire du tout. On ne peut pas la réécrire. On peut la lire l'histoire, on peut la raconter, on peut la raconter, on peut la modifier, on peut l'interpréter. Un peu l'interpréter, mais pas la réécrire. Donc s'il doit y avoir une démarche comme celle-ci, je pense qu'il faut prendre les choses dans l'ordre et aller au fond du sujet. Pourquoi? Comment? C'est basique, mais vraiment, et puis intégrer la population, parce que je crois que notre population a besoin aussi qu'on lui fasse confiance sur ses capacités de réfléchir aux choses qui l'impactent. En tout cas, restauration de ce fort Napoléon, ça c'est dans le cadre du plan relance. Et ce patrimoine, qui est un patrimoine militaire majeur de la Guadeloupe, c'est la propriété du département, et il a été classé dans sa totalité sur l'inventaire des monuments historiques par un arrêté du 15/12/1997. Tout à fait. Donc, il présente quand même un intérêt intéressant. C'est un intérêt historique, patrimonial, architectural, et touristique, à la fois. Et touristique. J'allais y venir. C'est l'un des sites aujourd'hui en Guadeloupe le plus visité. Oui. Le plus visité. C'est pour ça qu'il n'y a pas envie de changer de nom. Oui, parce qu'après, il faut s'habituer à autre chose. C'est un véritable lieu de patrimoine et de culture et c'est l'un des lieux de valorisation de ce patrimoine. Donc, il a été construit quand même en 1844 jusqu'à 1867. La construction s'est poursuivie à l'emplacement d'un ancien fort qui était construit, lui, en 1773, qui s'appelait le Fort d'Elgrès et qui a été, lui, détruit sous le règne de Louis XIV. Le fort Napoléon est situé, tout le monde le sait, sur le Morne à Mire, domaine du bourg de Terre-de-Haut. Et je crois que c'est le premier lieu où on se rend systématiquement quand on va visiter les Saintes. On y monte. Voilà. C'est place to be. C'est place to be. Ah, c'est la place où il faut être. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, il y a un aller-venu incessant sur ce lieu et les dédales également de ce lieu de promenade. Et je trouve quand même très, très beau, très instructif et il y aurait tant à en dire. C'est l'élément principal d'un ensemble militaire et qui a été fortifié sur l'archipel des Saintes. Je n'en dirai pas tellement plus, mais le fort Napoléon, il reprend le vocabulaire et il ne faut pas oublier que c'était un système défensif quand même de l'architecture qui a été l'architecture de l'époque et qu'il a été initié à l'époque par Vaubert. Ça te dit quelque chose? Oui, et il a servi 17e siècle d'emprisonnement de gens pendant Absolument. la guerre. Fonction d'utilité militaire, certes, qui s'estompe tout doucement lorsqu'on est un peu moins attaqué aux Antilles. Oui. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, le fort va servir effectivement de prison pour des détenus politiques et antillais de préférence. Tant qu'à faire, autant les emprisonner chez eux. Comme ça, il n'y a pas de dépaysement. Depuis 1878, une association saintoise a pris le relais, soutenue par le département, et entretient les bâtiments, le jardin, et fait vivre ce petit musée aménagé dans cette caserne. Il est dédié à l'histoire des Saintes et à ce jour, le fort Napoléon reste, je le disais tout à l'heure, l'un des monuments les plus visités de la Guadeloupe, de l'archipel, pardon. Donc, l'État et les services de la culture et du patrimoine ont engagé donc des actions majeures de restauration et d'équipement pour nous permettre de conserver ce lieu le plus longtemps possible. Voilà ce que j'en dirais. Ai-je encore un peu de temps? J'ai envie de parler. Il te reste 25 secondes et 2 minutes. Laisse tomber.
25 secondes et 2 minutes. 25 secondes et 2 minutes. Ouais, mais je vais aller. Bon, je vais en dire très peu de 2 minutes 25. Il nous a donné un rab. Mais oui, un rab de 2 minutes. Un rab de 2 minutes. J'en parlerai très rapidement parce que j'ai rajouté cette petite partie à la toute dernière minute lorsque tu m'as dit mais non, viens. Donc j'ai rajouté. Mais j'ai pas eu le temps de le travailler suffisamment. Mais je veux quand même vous en dire 2 mots parce que je cherche souvent dans mes chroniques un homme, une femme d'exception qui a marqué l'histoire, même si c'est pas celle contemporaine dans laquelle nous vivons, mais qui ont construit et qui ont participé donc à nous faire gagner cette liberté qui est si chère à nous tous. Et cet homme s'appelle Frédéric Douglass. C'est un homme noir. Il est Frédéric Augustus Washington Bailey. Il est né en 1817 ou 1818. On ne sait pas bien exactement à quel moment il est né et il serait mort en 1895 à Washington. Alors pourquoi je parle de cet homme? Parce que c'était un communicateur avant l'heure, c'était un abolitionniste avant l'heure, un éditeur avant l'heure. C'était d'abord un esclave. Et j'allais le dire, né esclave. Oui. Il a réussi à s'instruire et à s'enfuir. Il a appris à lire tout seul. Et il a appris à lire, un autodidacte comme on n'en fait plus. À 2 ans. Communicateur éloquent. Il devient agent de la Massachusetts Anti-Slavery Society et écrit son autobiographie tout seul comme un grand qui s'appelle La vie de Frédéric Douglass, un esclave américain, écrite par lui-même. Alors il est évident que sa célébrité à la suite de cet ouvrage, d'autant plus qu'il avait une liberté illégale, il ne faut pas oublier qu'il s'est enfui, qu'il s'est construit, donc l'a obligé à quitter les États-Unis, à s'enfuir à nouveau et à se réfugier en Europe. Et en Europe, où à cette période, donc il y avait quand même cette grande pensée libérale, eh bien il a été soutenu par de nombreux amis, ce qu'on appelle à l'époque les amis, c'est des clubs, des clans, voilà, des groupements d'intellectuels qui soutiennent une idée, qui le défendent. Et donc il a été soutenu et il a obtenu ainsi des financements pour lui permettre de fonder un journal qui s'appelle The North Star. Et ça, c'était aussi une première à une époque où l'esclavage battait son plein, si je peux le dire ainsi. Oui, c'est le cas. Bien qu'il ait laissé ses premiers amis des États-Unis, cet homme n'a cessé durant tout le reste de sa vie donc de se battre contre l'obscurantisme, contre l'esclavage, contre abolitionnistes avant l'heure. Il a écrit, il est intervenu partout où on lui a demandé d'intervenir pour défendre sa position. Et donc, je trouvais intéressant de pouvoir parler aujourd'hui de cet homme dans la mesure où nous approchons du mois de mai. Normal, c'est bien. Nous approchons du mois de mai, oui. N'est-ce pas? Voilà, donc petit clin d'œil à cet homme. Et puis je terminerai juste par une ouverture d'une exposition numérique, encore une, mais aujourd'hui c'est vrai que c'est ainsi qu'on peut faire quelques expositions. Ce sont des œuvres créées avec l'intelligence artificielle. Cette exposition s'appelle L'œuvre en soi. Présentation d'œuvres en virtuel. Je suis allée dans cette galerie. C'est très facile de s'y promener et d'apprécier les œuvres. Elles sont bien sûr à vendre, mais même si vous ne voulez pas acheter une œuvre, vous pouvez au moins vous habituer à vous déplacer dans une galerie virtuelle, et je trouve que pour cela, le propos est intéressant. Allez, on va finir en beauté. Je vous passe 2-3 petites choses en hommage à ma copine ici présente. Les us et coutumes dans plein de pays. J'en ai retenu 2 pour les messes et l'habitude autour du globe. Cette diversité culturelle qui apporte de la richesse parfois peut nous poser problème, parce que ce qui est vrai pour nous ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Passez-vous du sel en Égypte, par exemple. Si vous êtes invité à un repas en Égypte, évitez de saler votre plat. En effet, assaisonner le contenu de votre assiette est insultant pour votre hôte qui pensera que vous trouvez sa cuisine répugnante. Alors, pas mettez sel à manger à Mouna, des autres Kayabala. Dites-vous que ça vous fera du bien pour votre santé, de toute façon, un peu moins de sel. Un autre, on te reproche toujours d'être en retard ici ou ailleurs. Oui. Pas en Guadeloupe, on ne te reproche pas d'être en retard, au contraire. En tout cas, au Venezuela, c'est de bon ton d'arriver 15 minutes en retard. Ça se fait parce que au Venezuela, il faut pas arriver en avance, ou même à l'heure est considéré comme très impoli. Et si vous êtes invité chez quelqu'un, il est conseillé d'arriver entre 10 et 15 minutes de retard par rapport à l'heure prévue, et parce que la personne qui arrive en avance ou à l'heure est considérée comme impatiente ou trop gourmande, et que lorsqu'elle sera à table, ça veut dire qu'elle ne saura pas se tenir. Donc ne te précipite pas. Et je terminerai avec la dernière que je trouve qui est sympa. Prenez garde à ce que vous offrez en Chine.
les horloges qu'on vient de voir tout à l'heure, eh bien, le temps qui passe, les mouchoirs, ça représente la tristesse, les fleurs, ça représente le deuil, eh bien, ou encore les sandales en paille, sont des objets qui sont associés là à la mort, aux enterrements et également à la pauvreté quand on t'offre des sandales en paille. Donc, encore une fois, attention à ce que vous faites lorsque vous allez dans certains pays. Prenez l'attention de ce pays, la cadence du pays. Mais c'est l'habitude du pays. Voilà, donc si c'est une destination qui vous intéresse, l'une d'entre elles, eh ben, n'hésitez pas quand même à aller chercher un peu comment on vit dans ces pays. Merci Martine, qu'on retrouvera la semaine prochaine. Merci Jojo. Je rappelle qu'en début de journal du 7e, on a reçu Axel Coulangean, qui est conseiller municipal d'opposition. Il vient de sortir un ouvrage en numérique qui s'appelle Le sens de Petit Canal, le sens du Nord-Grand-Terre, un ouvrage qui est gratuit et c'est sur les réseaux. On a reçu aussi Monsieur Woody Lévis, que vous connaissez, oui. Monsieur Woody Lévis, avec Spectacle, qui sera partenaire du ZCL bientôt. Et donc, de Martine Fazer aussi, ça y est, on est sur un événement ensemble. Et nous avons force, il faut bailler force. Nous sommes Guadeloupéens, il faut bailler force, et moins, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Et si nous tout a fonctionné comme ça, nous commençons. Et puis José Turlepin, bien sûr, avec générique, s'il vous plaît. Merci Coralie. Mais c'est l'habitude, aujourd'hui on a parlé du jupon et des robes Matador, c'est pas mal. C'est quoi la tête Marie là? C'est combien de pointes là? 3 points. Révise ta leçon. 2, 3, 4 points. Oh, révise ta leçon, oui. D'accord, ok. Bon, et Martine, on a fait là avec Martine la chronique culture, et Martine a promis quelque chose aujourd'hui. Promesse tenue. Bon. Promesse due, promesse tenue. Ok, sinon, dans l'actualité, réaction de Jocelyn Sapoti, le maire du Lamentin, président de l'association des maires, il nous a expliqué pourquoi les maires ont voté le confinement light, on a dit. Bon, enfin bref, on a parlé aussi des conditions d'emprisonnement aujourd'hui après le procès de Mathieu Carty. Pas de Mathieu Carty, des gens qui ont tué Mathieu Carty, c'est un prisonnier qui a été pratiquement assassiné, torturé en prison pendant quelques jours, et donc son procès a eu lieu, vous avez entendu le résultat. Et puis, sur les fermetures, les commerces non essentiels, la plupart des gens en Guadeloupe ne comprennent pas ce terme de commerce non essentiel, moi non plus d'ailleurs, et donc ils l'ont dit dans un micro-trottoir. Voilà, l'actualité est finie pour aujourd'hui. Le ZCL vous dit à demain, même les là, et puis on dit à ces belles dames, merci d'être venus, et vous qui êtes avec nous. Réaction, non pas réaction, c'est Jordan qui était à la réalisation aujourd'hui, malgré les bugs, il a débrouillé, il a fait travail là, et c'est bon, à demain. Thank you.